Nawal Benkraïm, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver dans les studios de Radio Liban. Moi Au aussi. Liban, pour commencer. C'est la première fois pour vous, j'imagine. En fait, je suis déjà venue sur Kalem Nawar pour MBC, mais c'est la première fois que je vais faire des vrais concerts. Oui, C'était une MBC, émission- ça n'avait rien à voir avec nous, en l'occurrence. Pardon. Oui, non, oui. Non, mais c'est bien. Donc, vous connaissez un peu le territoire. Oui, j'avais Vous avez déjà eu le temps de visité. faire un peu de tourisme. Oui, j'avais beaucoup aimé plein de contrastes et plein de quartiers différents. Ouais, les Pas mal contrastes se sont organisé. accentués depuis. Vous étiez venu quand? C'était il y a 3 ans et demi, et c'est vrai que ça a changé. Et puis Ouais. j'ai l'impression que les lieux aussi ont beaucoup bougé. Effectivement. Des cafés, concerts, tout ça, c'est plus les mêmes. C'est plus les mêmes, de nouvelles enseignes, d'autres qui revoient le jour. Bref, ça change en permanence. Alors, je suis ravie de vous retrouver donc dans ces studios pour votre participation à la fête de la musique. Vous êtes un des deux invités d'honneur donc de cette fête de la musique de l'Institut français. Nawal Benkraïm, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes franco-tunisienne. Alors, vous êtes compositeur, chanteuse, actrice, vous faites tout, quoi. Vous êtes le chef d'orchestre au féminin. Oui, chef d'orchestre, c'est un joli mot, c'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits où il y a de la collaboration, comme dans un orchestre, mais que j'essaye d'insuffler quelque chose qui part de mes idées, de ma vision, de ce que j'ai envie de transmettre, et puis après, ça peut se traduire dans l'écriture, dans le chant, dans le théâtre, à plein d'endroits. Alors, vous êtes né en Tunisie, vous avez grandi en Tunisie, mais pas longtemps. Vous êtes parti à l'âge de 16 ans, c'est ça? Oui, Ouais. quand même, c'est assez pour C'est bien assez être imprégné. Oui, pour être très bien imprégné. Est-ce que vous retournez souvent en Tunisie? Oui, parce qu'en plus, j'ai la chance que c'est un pays qui est assez accessible depuis la France, c'est pas loin. Et j'ai pas du tout coupé les ponts, donc j'entretiens une relation, en plus, bien sûr, de ma famille, artistique avec la Tunisie, donc j'y vais souvent. Alors, est-ce que ça a été difficile pour vous de percer? Est-ce que ça a été difficile de convaincre votre famille, pour commencer, de vous consacrer à l'art? Oui, s'y consacrer, oui, parce que je pense que dans la famille, c'était très accepté qu'il y ait des activités artistiques, mais de là à s'y consacrer, le mot est beau, c'est pas facile, parce que c'est vrai que c'est des parcours un peu comment on va dire, d'abnégation, c'est-à-dire vraiment on se donne et c'est devient notre priorité, et cette priorité-là, c'est un milieu qui... quand on ne vient pas de ce milieu-là, qu'on ne connaît pas les codes, qu'on n'a pas ce qu'on appelle le réseau, etc., ça prend du temps, il y a des déconvenus. Il faut vraiment que la passion soit au-dessus de tout. Donc, moi, c'était le cas. Et du coup, même si au départ, je n'avais pas forcément le consentement de ma famille, moi, il y avait un truc tellement important et essentiel pour moi que je m'en fichais de l'approbation. Est-ce que le fait d'être une femme a quand même contribué au fait que votre famille n'ait pas tout de suite consenti à cette carrière? Je pense qu'en effet, dans le monde comme le nôtre, tout est plus rassurant quand c'est pour un homme, parce que quand on imagine qu'il y a des embûches ou des dangers dans un milieu, on se dit qu'un homme sera plus armé. apte, ouais. Ouais. Et ce qui n'est pas intrinsèquement vrai, mais ce qui est vrai dans la réalité, c'est plus difficile. Mais je pense que ça demande de puiser encore plus de ressources, et c'est ce qui fait aussi que quand on en a vraiment envie, on déploie encore plus d'énergie, de créativité, et ça donne de la valeur au parcours. Alors si je vous pose la question, c'est que vous venez d'un pays où la condition de la femme est quand même là où elle est le plus émancipée quand même par rapport aux autres pays arabes. Oui. Est-ce que ça a aidé un tout petit peu? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en Tunisie, on a quand même, comme vous dites, une grande conscience féministe. Et puis, et je pense que du coup, ce serait faux de partir avec l'idée d'une éducation parce que j'ai grandi dans un pays arabe qui m'aurait fermé toutes les portes. Il y avait évidemment des réticences parce qu'on voulait me protéger, mais il y avait une conscience qu'une femme peut se réaliser. Et moi, j'avais quand même des figures inspirantes, même mon prénom. Je sais que mon père aimait beaucoup Nawel Saadaoui, et que c'est pour ça qu'il m'a appelée Nawel, donc une féministe égyptienne. Donc je veux dire, je savais que ça existait aussi des voix de femmes qui avaient un peu envers et contre tout fait des choses. Alors vous êtes peut-être tunisienne, vous êtes toute blonde, Ouais. on vous prendrait pas du tout pour une tunisienne. Vous aussi. Moi Libanaise. aussi, oui, c'est comme quoi, les Comme exceptions, ça existe. Alors, on va revenir un tout petit peu sur votre parcours de chanteuse. Vous êtes arrivée à Paris en 2004, vous avez chanté dans les bars, un peu comme tout le monde. Et puis, vous avez fondé un premier groupe, le Cyrus. Vous avez chanté en 4 langues. Vous continuez de chanter en plusieurs langues, en l'occurrence, non? Oui. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien parce que
Le chant, c'est un peu en deçà du langage. Il y a un truc, il y a la force de la mélodie, il y a une espèce d'abandon. Et du coup, je trouve qu'on peut ressentir une émotion en écoutant, je sais pas, par exemple, je parle pas du tout le turc. Et ben, il y a des chansons turques que je trouve C'est ça, c'est la magie de la musique, voilà, ça, absolument. Ouais. Mais entretenir quand même un rapport à une langue, c'est important aussi. Oui. Ça vous permet de dire certaines choses autrement pour ceux qui la comprennent. Oui, tout à fait. Et par exemple, c'est vrai qu'étant quand même vraiment francophone et même dans mon bagage littéraire, je suis plus francophone même qu'arabophone. Je parle pas des langues du quotidien, mais vraiment de la langue artistique. Ça m'a fait du bien quand j'ai commencé à plus assumer d'écrire et chanter en français parce qu'en effet, c'est agréable aussi de faire parvenir sa vision des choses par les mots. Parce que le chant, c'est une émotion, mais le discours, c'est un autre endroit de partage, quoi. Alors, quand vous composez ou quand vous écrivez une chanson, vous la pensez en français ou en arabe? Ben, en fait, si je pense mélodie, ça va plus être peut-être proche de l'arabe. Et par contre, j'écris plus facilement, c'est-à-dire j'ai plus de carnets plein de textes et de débuts de chansons en français. Donc après, tout l'enjeu est de faire, comme on dit, groover le français dans la mélodie, quoi. Alors, la mélodie, la Tunisie, elle est là, partout dans votre carrière. Qu'est-ce qu'a représenté pour vous cette révolution tunisienne après laquelle vous êtes revenu à Tunis? Déjà, ça a représenté un possible, un espoir, parce que ça voulait dire que la situation figée telle qu'on me l'a présentée quand j'étais petite, vu que moi je suis née avec Ben Ali, quoi, c'était un peu une Tunisie où de toute façon les cartes ne changeraient pas, les privilégiés resteraient les privilégiés, la corruption resterait la corruption, ce serait un pays qui aurait une belle façade pour le tourisme, mais qui de l'intérieur délaisserait son propre peuple, et ce serait comme ça. Et tout d'un coup de se dire que en fait, c'est jamais comme ça, il n'y a jamais un pouvoir absolu, que quand les gens décident de se dire, non, le système nous use et nous épuise, et le système ne tient pas, ça donne beaucoup de pouvoir aux humains. Et ça enlève beaucoup de pouvoir à un système. Et du coup, on se dit, ah ouais, en fait, un système, c'est pas si rigide que ça, en fait. Quand on n'en a plus envie, il suffit de sortir et de dire, j'en ai plus envie. Et en fait, on nous écoute, parce qu'on n'a pas le choix, parce que ce système, il est pas... il est fait de choses qu'on peut en fait modeler si on croit qu'on peut les faire tomber. Du coup, je crois que cette force-là, de l'humain, du collectif, mais qui part vraiment d'un humain, elle m'a donné beaucoup de courage parce que c'était aussi un moment où du coup j'ai plus assis justement l'idée même à mon échelle individuelle, d'un parcours de chanteuse, en mon nom, avec mes textes. Bon, aussi parce que du coup, ça correspondait à un moment où du coup, il y a eu plus d'espace de parole en Tunisie et puis dans le monde arabe, c'est-à-dire plein de petits festivals qui se sont créés, des associations. Donc aussi une possibilité de faire plus qu'avant. Mais même, je crois que ça donnait de la dignité, en fait. On n'était plus ce petit pays qui se laisse faire, ce petit peuple et tout à coup, on entend la voix. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors la voix, justement, vous l'avez bien exprimée à travers votre carrière. On a commencé l'émission en écoutant Déranger. De quel déranger parle-t-on encore? Puisqu'il s'agit de déranger au pluriel, pour ceux qui ne connaissent pas le titre. Ouais. Justement, c'est vraiment au pluriel et ça englobe toutes les identités plurielles et peut-être les marges, les minorités, les voix qu'on n'entend pas forcément sur les autoroutes, mais qui à un moment peuvent se frayer un chemin et qui peuvent déranger des fois les voix des autoroutes parce que c'est toujours plus simple d'avoir un discours conformiste qui lisse, mais c'est toujours tellement plus intéressant, les visions avec les exceptions, les aspérités, les regards qui nous aident à décaler, à faire bouger les lignes. Pour moi, l'art, c'est d'ailleurs que ça, la poésie, c'est d'ailleurs que ça, tordre un peu les images. Et du coup, les gens dérangeants, les dérangés, pour moi, c'est les plus riches, les plus beaux. Enfin, c'était vraiment un hommage à la marge. Et ça m'a tenu à cœur de tourner un clip en Tunisie avec plein de filles que j'admire beaucoup et avec qui on a partagé un moment dans des espaces publics de Tunis, comme pour chanter la beauté de tout ce que ça peut vouloir dire être tunisien, franco-tunisien, double culture. Voilà, et c'est pour ça aussi que c'est un pays qui me parle beaucoup, le Liban, avec toutes ces communautés qui coexistent. Alors on est à la triple culture ici, ouais. Ou presque. Ou quadruple, ou cinquuple, enfin il y a quelque chose de très hybride que je trouve très très riche. Est-ce que vous pensez que justement, en multipliant les cultures, on s'y perd un tout petit peu? Je crois vraiment que c'est une richesse, mais qu'évidemment,
pour en faire une richesse, c'est... Il faut savoir quand même préserver la base. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a un enjeu, il y a une difficulté à ne pas se perdre, ça c'est sûr. Alors vous parliez tout à l'heure de ces cloisons qu'on peut abattre, qu'il faut abattre, à l'heure où finalement on vit dans une époque où il y a de nouvelles cloisons qui s'érigent justement. Oui. En quoi votre combat, vous, en tant qu'artiste, peut contribuer à les abattre ? Par exemple, ce que je disais là, en prenant ce genre de sujet, en rappelant à quel point l'hybridité, la diversité des points de vue, le non-conformisme, c'est important parce que le conformisme, c'est le début du fascisme, en fait. C'est imposer une vision, alors que l'humain est tellement pluriel et il est riche de ça. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où on voit bien que le fascisme augmente un peu partout, que un peu partout on voudrait gommer ce qui dépasse et imposer une vision et pas une autre. Et du coup, prendre régulièrement la parole en rappelant à quel point la multiplicité est une richesse, ou même sans le rappeler directement, parce que là on en parle d'une manière un peu frontale, mais rien que faire coexister deux langues ou des sonorités qui a priori n'ont pas l'habitude de coexister, c'est une démarche qui raconte déjà que le mélange peut être harmonie. Et du coup, c'est une vision du monde. C'est justement le petit paradoxe sur lequel je voudrais qu'on se penche, c'est qu'on voit effectivement un brassage multiculturel. On voit que les musiques du monde se croisent, et plus elles se croisent, et moins réellement, dans la vie de tous les jours, les cultures sont en train de se croiser, en politique du moins. C'est ça. C'est peut-être Est-ce que c'est le seul combat qui nous reste ? Le seul, vous dites ? Ouais. L'art, quoi. L'art, ouais. Vous prêchez une convaincue, c'est-à-dire que moi, en tout cas, c'est sûr que c'est l'endroit où j'ai l'impression qu'on peut le plus toucher l'âme humaine et donc après tout, en fait. Mais après, peut-être que quelqu'un qui est à l'endroit de la politique, il dira qu'on peut faire des grandes choses à cet endroit-là. Moi, c'est vrai que c'est mon langage. J'ai l'impression qu'on peut vraiment faire bouger les lignes par ça, quoi. Mais je suis tout à fait d'accord avec votre constat de repli. Mais c'est vrai qu'en face, en réaction, comme vous dites, on se rend compte que artistiquement, culturellement, il y a plein de brassages. Donc c'est peut-être plus il y a du repli, plus en face on dit mais non, c'est riche de coloré, d'hybridifié. Enfin, donc c'est pas cause perdue. Alors comment faire pour que l'art reste une arme et ne devienne pas un refuge ? Ouais, c'est une belle question parce que moi-même, des fois, je le vis comme un refuge, parce que quand on est confronté à un système qui ne nous correspond pas, des fois, on n'a même plus envie de s'y confronter et de lutter, on n'en a plus l'énergie. Et en même temps, c'est important d'être dans ce mouvement de refuge, parce que c'est comme ça que l'art, il va être sincère, inspiré. Parce que le risque, si on n'est que dans un truc à l'utiliser... avec trop conscience du discours, de comment il va être reçu, de comment il va passer en radio pour trouver sa cible, c'est bien parce que du coup il passe par les médias, il arrive aux gens et tout, mais on peut perdre un peu d'authenticité, de créativité. Donc je pense qu'il faut un équilibre entre un endroit de refuge pour que l'art reste quand même vraiment un peu introspectif, un peu très sincère et tout ça, et en même temps cette conscience que c'est aussi un endroit de lumière et donc dans lequel c'est bien d'être au fait de ce qui se passe dans les médias pour pouvoir que notre voix arrive. Voilà. Un équilibre entre le refuge et le combat, quoi. Si je vous pose cette question, c'est que j'imagine que si on a certains artistes qui nous écoutent ce matin, ils peuvent certainement s'identifier à votre parcours. Vous avez eu une rencontre notamment avec Pascal Obispo en musique qui a été un tout petit peu le catalyseur, non, aussi ? En tout cas, qui a été une bascule dans le sens où avant j'étais dans quelque chose un peu, on va dire, les médias de niche ou communautaire, malgré moi, parce qu'en fait, c'est découpé comme ça dans l'industrie de la musique et il y a des petites niches comme ça. Et moi, je m'y cantonnais parce que j'avais l'impression que de toute façon, j'avais pas grandi en France, même si moi, j'étais franco-tunisienne et j'avais la double culture. Je voyais bien que dans les profils comme ça de gens qui chantent en arabe ou quoi, on était toujours dans la world music, quelque chose comme ça, et je pensais pas forcément que ma voix, mes mots, ma vision pouvaient intéresser un public plus large. Et c'est vrai que Pascal Obispo, qui est un artiste populaire, dans le bon sens du mot populaire, m'a fait prendre conscience, par l'intérêt qu'il a eu sur ma musique, que la musique, c'est quelque chose de profondément populaire et qu'une chanson, il n'y a pas besoin ni de venir de telle communauté, ni d'avoir fait Bac+5 pour la recevoir. Et donc, il m'a comme donné de la légitimité.
Donc en produisant un EP et en m'ouvrant peut-être à quelques portes qui faisaient que j'étais là, du coup, au milieu d'autres chanteuses de mon âge, mais pas forcément que des chanteuses qui avaient grandi ailleurs. Tout d'un coup, j'étais juste une chanteuse de ma génération parmi d'autres en France. Et cette légitimité-là, c'est vrai que ça... Ouais, ça m'a apaisée, puis ça m'a fait faire des belles rencontres et ça m'a autorisée à chanter plus en français. Donc ça a été une vraie bascule, ouais. Alors, si je vous dis ça, c'est que vous connaissez peut-être un de nos artistes locaux qui s'appelle Mike Massy, Oui. qui a fait la même rencontre que vous, donc avec Pascal Obispo, et qui lui a confié donc le rôle de Jésus dans sa comédie musicale. Donc c'est aussi une porte c'est drôle, ouverte. j'étais allée le voir d'ailleurs. Ah, vous étiez allé le voir. Bon, on va revenir à notre fête, parce que sinon, on ne va pas en parler du tout. Vous êtes au Liban pour la fête de la musique. Qu'est-ce que vous allez interpréter? Vous savez, ça va être un panachage de ce que vous avez sur le marché, ou vous allez faire des reprises? Qu'est-ce que vous allez présenter? Oui, je vais surtout présenter mes chansons, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Et donc mon dernier EP qui s'appelle Par mon nom, mon dernier album qui est disponible en digital, c'est 7 chansons. Plus quelques-unes un peu plus anciennes, donc de la période un peu plus alternative, où je postais des choses sur Internet, où je bricolais, où je chantais dans les bars, mais c'est des chansons qui me tiennent à cœur. Donc une dizaine de chansons de mon répertoire. Et puis, je vais avoir aussi un ou deux petits clins d'œil au Liban, parce que j'ai rajouté une ou deux petites reprises. Voilà. Alors, comment vous faites, Nawal Benkrayem, pour jongler entre votre carrière d'artiste chanteuse et actrice? Je pense que mon centre, c'est le parcours de chanteuse, puisqu'il avance plus à mon rythme, au gré de ce que j'ai à dire, de mes enregistrements, des gens que je fédère. Et puis se greffe, selon les rencontres et les propositions, des moments où du coup je vais plus me mettre au service de la vision d'autres personnes. Parce que en tant que comédienne, en tant qu'interprète, on s'abandonne du coup un peu à la vision d'un autre. Et c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, qui me nourrit, parce que tout d'un coup, ça bouge mes lignes. C'est à moi tout d'un coup de me laisser porter par l'imaginaire de quelqu'un d'autre. Mais du coup, c'est pas quelque chose derrière lequel je cours. Ça se greffe. Et c'est pour ça que c'est pas non plus quelque chose que je fais aussi souvent que la musique, quoi. La musique, c'est plus ma dynamique quotidienne. Et puis après, il y a des petites bulles comme ça dans lesquelles je me fonds. Alors justement, votre musique, elle est de votre composition, parfois, pas toujours. Oui, la plupart du temps, c'est ma composition et mes textes. Et ça m'arrive de co-écrire ou co-composer. Pour enrichir mon vocabulaire, parce que tout d'un coup, je vais avoir besoin, je sais pas, j'ai envie qu'il y ait tel univers un peu plus urbain, ou au contraire un peu plus chanson, et du coup, voilà, telle personne, la mélodie, elle va l'amener à tel endroit, telle personne, elle va m'aider à ce que le texte soit moins poétique et plus concret, et du coup, on va tisser comme ça. Après, c'est de l'artisanat, on va dire. Il y a l'idée de départ, et puis après, les collaborateurs aident à tricoter Alors, vous avez été sur scène, j'imagine, avec des gens que vous aimez. Qui vous tente encore? Bon, j'imagine qu'ils sont nombreux, mais avec qui vous aimeriez travailler? Ouais, c'est vrai qu'ils sont nombreux, mais... Je sais pas, là, il y avait un nom de quelqu'un qui malheureusement est décédé, qui me venait, je sais pas, c'était une chanteuse qui me touchait beaucoup, qui s'appelle Lassa Dessela. Bien sûr. Voilà, j'aurais vraiment aimé la rencontrer. Après, on aurait tous aimé qu'elle soit encore là à nous proposer ces magnifiques chansons. Sa voix, voilà. Après, dans les vivants de voix comme ça bouleversantes, il y a un chanteur très hybride dans son physique et dans sa voix qui s'appelle Anthony and the Johnson, bien sûr. Anonyme maintenant. Et c'est voilà, quelque chose de très fort aussi dans son chant. Dans les genres de rêves un peu inaccessibles, il y a Björk aussi, sa créativité comme ça qui est inspirante. Et puis, après, dans les Libanais... oui, j'allais vous dire, vous êtes sur place, là. Ibrahim Malouf, il fait des choses magnifiques et j'ai l'impression qu'il est très généreux en collaboration aussi. Oui. Et j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Très porté là-dessus. Ouais. Donc, voilà. Ça va pas être difficile, vous êtes tous les deux à Paris. Ouais, c'est vrai, je sais pas s'il est souvent au Liban, mais... Ah non, il est plus souvent à Paris qu'ici. D'accord. Oui. Ouais. Allez, je me le mets dans un... Vous me laissez votre numéro, je le lui communique. Je vous rassure, il sera ravi. C'est gentil. Moi j'ai été ravie de vous recevoir dans les studios pour pouvoir bavarder avec vous un tout petit peu, Nawal Benkrayem. Merci beaucoup. Merci encore une fois, Nawal Benkrayem. À la prochaine. Merci, avec grand plaisir. Merci beaucoup.